Ma mère ne veut pas de toi ici. Mon mari a prononcé ces mots si bas que personne, autour de nous, n'a rien remarqué. Puis, il m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé la phrase qui allait mettre fin à nos 22 ans de mariage. Tu es une honte. Pendant un instant, je me suis honnêtement demandé si je l'avais mal entendu. Le soleil de fin d'après-midi se reflétait sur l'entrée en marbre blanc du Country Club de Dallas, où le mariage de ma belle-sœur Lorraine était sur le point de commencer. Des invités, en robe de créateur et smoking sur mesure, passaient devant nous en riant, tandis qu'un quatuor à cordes jouait quelque part à l'intérieur. Je n'étais pas devant la salle de bal parce que j'étais en retard. J'étais là parce que la sécurité ne voulait pas me laisser entrer. Votre nom n'est pas sur la liste des invités, madame. Le jeune agent de sécurité s'était excusé. Il doit y avoir une erreur. J'ai souri poliment. J'en suis certaine. Je m'attendais à ce qu'Ethan règle tout d'une seule phrase. Au lieu de cela, il est devenu l'erreur. Ma mère ne veut pas de toi ici, a-t-il répété en ajustant les boutons de manchette que je lui avais offerts pour notre 20e anniversaire. Pourquoi ? Sa mâchoire s'est crispée. Elle pense que tu vas mettre les gens mal à l'aise. Je n'ai quasiment parlé à personne depuis des mois. Ce n'est pas la question. Alors, quelle est-elle ? Il a soupiré, comme si c'était moi qui étais difficile. Victoria, tu es une honte. Ces mots m'ont frappé plus durement que n'importe quel cri. Non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils étaient calmes. Calculés. Définitifs. J'ai dévisagé l'homme que j'aimais depuis l'âge de 23 ans. L'homme dont j'avais réécrit la première proposition commerciale en une nuit, parce qu'il était trop nerveux pour la présenter. L'homme dont j'avais discrètement aidé le père à refinancer sa dette, après que la famille eut presque tout perdu pendant la récession. L'homme que toute sa famille considérait comme leur héros. Il ne pouvait même plus me regarder dans les yeux. Derrière lui, j'ai vu ma belle-mère, Eleanor, saluer les invités sous une immense arche de roses blanches. Elle était radieuse, fière, heureuse. Et pourquoi ne le serait-elle pas ? 3 jours plus tôt, je lui avais acheté la maison de ses rêves, une demeure de 8,8 millions de dollars au bord de l'eau à Naples, en Floride. Elle pensait qu'Ethan l'avait payée. Tout le monde le pensait. Personne ne savait que l'argent venait de moi. Je ne les ai jamais corrigés. Ça avait toujours été mon erreur. Je vois, ai-je finalement dit. Ethan a paru soulagé. Je savais que tu comprendrais. Non, je comprenais quelque chose de totalement différent. J'ai sorti mon téléphone. Il m'a observé attentivement. Qu'est-ce que tu fais ? Je réponds. J'ai ouvert notre conversation par SMS et j'ai tapé un seul mot. Compris. J'ai appuyé sur envoyer. Puis, j'ai levé les yeux et j'ai souri. J'espère que Lorraine aura un mariage magnifique. Sans attendre un mot de plus, je me suis retournée et j'ai marché vers le parking. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Le voiturier a ramené ma Mercedes noire en quelques minutes. En m'installant sur le siège conducteur, je me suis enfin autorisé une longue respiration. 22 ans, envolé. Pas à cause d'une autre femme. Pas à cause de l'argent, pas parce que nous avions cessé de nous aimer, mais parce que, quelque part en chemin, mon mari avait cessé de me respecter. Ce sont 2 choses très différentes. L'amour survit aux disputes. Le respect ne survit pas au silence. Une fois que le respect meurt, tout le reste finit par suivre. J'ai démarré le moteur, mais je ne suis pas parti. Au lieu de ça, je suis resté là, à regarder les invités arriver. Des familles posant pour des photos, des grands-parents étreignant leurs petits-enfants, des petites filles portant des paniers de fleurs. Cela ressemblait à tous les mariages américains parfaits auxquels j'avais assisté, sauf qu'aujourd'hui, je ne faisais pas partie de la famille. Du moins, c'est ce qu'Eleanor voulait que tout le monde croie. L'ironie m'a presque fait rire. Car si quelqu'un ici savait vraiment quelle part de ce mariage avait été payée par moi, la soirée entière s'arrêterait. Les fleurs, l'orchestre, le champagne importé, même la villa de Lorraine en Toscane pour sa lune de miel. Chaque facture était discrètement passée sur mon bureau il y a des mois.
Eleanor avait remercié Ethan à plusieurs reprises pour sa générosité. Il a accepté chaque compliment. Il ne l'a jamais corrigé. Au début, je pensais qu'il évitait simplement des conversations embarrassantes. Avec le temps, l'évitement est devenu une habitude. L'habitude est devenue une attente. L'attente est devenue un dû. Et le dû finit par devenir de la cruauté. Mon téléphone a vibré. C'était mon assistante de direction, Megan. Madame Bennett. Bonjour, Megan. Vous avez une voix différente. C'est probable. Tout va bien? J'ai regardé en arrière vers la salle de bal. Non. Elle est restée silencieuse. L'une des raisons pour lesquelles Megan travaillait à mes côtés depuis 15 ans, c'était parce qu'elle savait quand le silence comptait plus que les questions. Finalement, elle a demandé doucement. De quoi avez-vous besoin? J'ai souri. Exactement la bonne question. Pas « que s'est-il passé ?» Pas « est-ce que vous allez bien ?» Simplement, de quoi avez-vous besoin? J'ai besoin du numéro de Daniel. Elle n'a pas hésité. Je vous l'envoie par texto tout de suite. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Daniel Brooks, associé principal. Brooks & Ellison, avocat spécialisé en droit immobilier. L'homme qui avait passé près de 2 décennies à m'aider à structurer mes entreprises, mes fiducies, mes fondations caritatives et mes plans de protection d'actifs. L'homme qui comprenait un fait important. Presque tout ce dont jouissait la famille Bennett dépendait également de moi. Pas d'Ethan. Pas d'Eleanor. De moi. J'ai regardé le numéro pendant près d'1 minute. Puis, j'ai de nouveau verrouillé mon téléphone. Non, pas encore. La colère fait prendre des décisions coûteuses. J'avais bâti ma carrière en n'agissant jamais sous le coup de l'émotion. Si je devais changer le cours de ma vie, je le ferais calmement, méthodiquement, professionnellement, exactement de la même manière que j'avais bâti ma fortune. J'ai conduit sans but à travers Dallas, passant devant Highland Park, devant la tour de bureau où ma société d'investissement occupait les 3 derniers étages, devant les restaurants où Ethan et moi célébrions nos anniversaires. Chaque rue portait des souvenirs. Chaque souvenir me semblait soudain emprunté. À un feu rouge, je me suis souvenu de quelque chose que ma grand-mère disait. Les gens vous montrent rarement qui ils sont dans les moments difficiles. Ils vous le montrent dans les moments faciles. La vie était devenue trop confortable pour Ethan. Il avait oublié qui rendait ce confort possible. Peut-être l'avais-je aidé à oublier. Le feu est passé au vert. J'ai continué à conduire. 48 minutes s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté le country club. Puis 53. Puis 58. Je me suis finalement garé sur un belvédère vide au bord du lac White Rock. L'eau reflétait la lueur orangée du coucher de soleil. Beau, paisible, rien à voir avec la tempête qui se préparait doucement en moi. Mon téléphone indiquait exactement 1 heure depuis que j'avais envoyé le SMS à Ethan. Compris. J'ai déverrouillé l'écran, j'ai fait défiler jusqu'à Daniel Brooks, j'ai appuyé sur appeler. Il a répondu avant la 2e sonnerie. Victoria, c'est moi. Je pensais que tu serais au mariage. J'y étais. Une pause. Ça n'a pas l'air d'aller. Ça ne va pas. Sa voix est devenue instantanément professionnelle. Que voulez-vous que je fasse? J'ai regardé le lac. Pour la première fois de l'après-midi, j'ai souri. Daniel, je pense qu'il est temps que nous révisions chaque arrangement financier lié à la famille Bennett. Il y a eu un silence complet. Puis il a répondu doucement, je vous rejoins au bureau dans 30 minutes. J'ai mis fin à l'appel. Le soleil a plongé sous l'horizon. Certaines fins arrivent avec des feux d'artifice. La mienne est arrivée avec une phrase calme et un coup de téléphone. La famille Bennett n'avait aucune idée que, pendant qu'ils levaient leur coupe de champagne dans la salle de bal, les fondations de tout ce qu'ils croyaient posséder venaient de commencer à trembler. Daniel attendait déjà quand je suis arrivé. Il était près de 20 heures. Pourtant, toutes les lumières du 26e étage de mon siège social restaient allumées.
Mon équipe de direction n'avait aucune idée de la raison pour laquelle j'avais convoqué une réunion d'urgence avec mon avocat après les heures de bureau. Ils savaient seulement que si je demandais la confidentialité, j'avais généralement une très bonne raison. Daniel s'est levé quand je suis entré dans la salle de conférence. Il était mon avocat depuis près de 19 ans. Plus important encore, il était devenu l'une des rares personnes à connaître toute la vérité sur mon mariage. Il a étudié mon visage pendant plusieurs secondes avant de parler. Que s'est-il passé? Mon mari m'a traité de honte. Daniel a lentement retiré ses lunettes. Je suis désolée. Moi aussi. C'est tout? J'ai ri doucement. Non. J'ai posé mon téléphone sur la table de conférence et je l'ai fait glisser vers lui. Il a lu le dernier SMS d'Ethan. Ma mère ne veut pas de toi ici. Tu es une honte. Daniel m'a regardé. Après tout ce que vous avez fait pour eux. Je sais. Il est resté silencieux. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Parfois, les faits parlent plus fort que l'indignation. 22 ans plus tôt, j'avais rencontré Ethan Bennett lors d'une conférence sur l'immobilier commercial à Houston. Il était charmant, confiant, drôle. Il venait de ce que tout le monde croyait être l'une des familles les plus respectées de la vieille bourgeoisie de Dallas. Moi, en revanche, j'étais la fille de 2 ouvriers d'usine, décédés à quelques mois d'intervalle quand j'avais 16 ans. Après avoir été ballottée entre des parents et des familles d'accueil, je me suis payé mes études universitaires grâce à des bourses, des petits boulots et une détermination à toute épreuve. À 30 ans, j'avais bâti une petite société d'investissement en pleine croissance, spécialisée dans les propriétés commerciales en difficulté. Je n'étais pas glamour. Je travaillais simplement plus dur que presque tout le monde. Ethan admirait ça. Du moins, je le croyais. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard. Pendant notre lune de miel, j'ai appris mon premier secret sur la famille Bennett. Ils n'étaient pas riches. Ils en avaient seulement l'apparence. Leurs adhésions au country club, leurs voitures de luxe, leurs maisons de vacances, leurs écoles privées. Tout dépendait du refinancement de vieilles dettes avec de nouvelles dettes. Ils avaient perfectionné l'apparence du succès. Derrière les portes closes, les chiffres étaient terrifiants. Un soir, Ethan était assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains. Mon père a tout mis en hypothèque. C'est grave à ce point? Pire que ce que l'on imagine. Ta mère est au courant? Elle refuse de le croire. Il avait l'air complètement abattu. Je ne sais pas comment les sauver. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré la sienne. Nous allons trouver une solution. À l'époque, je croyais encore que « nous » signifiait exactement ça, ensemble. En 6 mois, j'ai discrètement organisé un financement par l'un de mes partenariats d'investissement. L'entreprise de fabrication de la famille Bennett a survécu. Personne en dehors du conseil d'administration n'a jamais su pourquoi. Ethan m'a remercié pendant le dîner. Tu as sauvé ma famille. Nous les avons sauvés. Il a souri. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Je l'ai cru. À l'époque, il le croyait aussi. Les années ont passé. Mon entreprise s'est étendue au Texas, en Arizona, en Floride et au Colorado. Puis en Californie, puis au Tennessee. Chaque acquisition renforçait notre portefeuille. Chaque transaction réussie générait plus de revenus que la précédente. Finalement, l'argent a cessé d'être quelque chose que je poursuivais. C'est devenu quelque chose que je gérais. C'est à peu près à ce moment-là que les attentes d'Eleanor ont commencé à changer. Au début, elle ne demandait que de petites faveurs. Victoria, ça te dérangerait d'aider Lorraine avec ses prêts étudiants? Bien sûr. Ethan a mentionné que tu t'y connais en investissement. Pourrais-tu jeter un œil à cette propriété? Absolument. Mon ami ouvre un restaurant. Pas de problème. Chaque demande semblait temporaire, raisonnable. La famille qui aide la famille. Puis les demandes sont devenues plus importantes. Frais de scolarité pour les écoles privées, maisons de vacances, traitements médicaux, croisières de luxe, capital d'investissement, rénovation de luxe.
Chaque Noël apportait une autre surprise coûteuse que quelqu'un s'attendait à ce qu'Ethan fournisse. Chaque Noël, je payais discrètement la facture. Un après-midi, Eleanor a serré Ethan dans ses bras après qu'il lui eut tendu les clés d'une nouvelle Mercedes. Mon fils prend toujours soin de sa mère. Je me tenais à 1 mètre d'elle. Elle ne m'a jamais regardé. Ethan a souri, mal à l'aise. Il n'a rien dit. En rentrant à la maison, je lui ai demandé gentiment. Pourquoi ne le lui as-tu pas dit? Il a gardé les yeux sur la route. Ça la rend heureuse. Ce n'est pas vrai. Je sais. Alors pourquoi? Il a soupiré. Tu sais comment est maman. Je le savais. Elle aimait les apparences, le statut, la reconnaissance, être admirée. La corriger en public l'aurait embarrassée. Alors, j'ai laissé passer, encore et encore. Avec le recul, chaque silence lui a appris une autre leçon dangereuse. Elle a appris qu'elle pouvait m'effacer, et que je la laisserais faire. Daniel a ouvert un des dossiers qu'il avait apportés. Vous avez personnellement financé 38 achats importants pour la famille Bennett. J'avais arrêté de compter. Pas moi. Il a fait glisser plusieurs pages vers moi. Elles étaient là. Acquisition de propriétés, contribution à des fiducies, prêts privés, garanties commerciales, frais médicaux, paiement de frais de scolarité, dons de bienfaisance faits au nom d'Eleanor. Presque chaque étape importante que la famille Bennett avait célébrée au cours des 2 dernières décennies avait une chose en commun. Ma signature, pas celle d'Ethan, la mienne. Daniel m'a regardé attentivement. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai demandé lorsque nous avons structuré ces accords? J'ai hoché la tête. Vous m'avez demandé si je me protégeais. Et qu'avez-vous répondu? J'ai dit que je faisais confiance à mon mari. Et je vous ai dit que la confiance et la documentation ne devraient jamais se remplacer l'une l'autre. Il ne me critiquait pas. Il me le rappelait. Tout avait été documenté, chaque transfert, chaque garantie, chaque obligation légale. La famille Bennett n'avait simplement jamais pris la peine de lire les documents. Il supposait qu'Ethan s'occupait de tout. Ironiquement, Ethan supposait que je le ferais toujours. Je me suis dirigé vers les baies vitrées qui donnaient sur le centre-ville de Dallas. Les lumières de la ville scintillaient sous le ciel d'été. Belle, animée, inconsciente que toute ma vie avait changé en un seul après-midi. Je n'arrête pas de me poser une question, ai-je avoué. Daniel a attendu. Quand a-t-il cessé de me voir? Il a réfléchi un long moment. Je ne pense pas qu'il ait cessé de vous voir. Je me suis tournée vers lui. Je pense qu'il a cessé de remarquer le coût de tout ce que vous portiez discrètement. Cette phrase est restée avec moi. Les gens apprécient souvent les miracles jusqu'à ce que les miracles deviennent une routine. Alors, ils les appellent des attentes. Mon téléphone a vibré. Ethan, appel entrant. J'ai fixé l'écran. Il a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Quelques secondes plus tard, un autre appel. Puis un autre, puis Lorraine, puis Eleanor. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Finalement, un SMS d'Ethan est arrivé. Où es-tu? Maman dit que la clôture de Naples a été retardée. La société de titres ne veut pas libérer la propriété. Ils disent qu'il y a un problème avec le financement. Peux-tu m'appeler? Je l'ai lu 2 fois. Intéressant. L'examen juridique n'avait même pas commencé. Daniel a remarqué mon expression. Qu'y a-t-il? Je lui ai tendu mon téléphone. Il a souri pour la première fois de la soirée. Il ressent déjà la première onde de choc. J'ai regardé la liste croissante d'appels manqués. Pendant 22 ans, chaque fois que la famille Bennett avait besoin de quelque chose, il m'appelait. Non pas parce qu'il m'aimait, mais parce que je résolvais les problèmes. Ce soir serait différent. Ce soir, pour la toute première fois, leurs problèmes devraient attendre. J'ai dormi exactement 3 heures. Non pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que mon esprit avait déjà pris sa décision.
Quand on a passé toute sa vie d'adulte à prendre des décisions commerciales de plusieurs millions de dollars, on apprend quelque chose d'important. L'émotion a sa place à la maison. Les faits ont leur place à la table de conférence. À 6h30 le lendemain matin, je suis entré dans mon bureau avec une tasse de café noir. Dallas se réveillait à peine. Mon assistante de direction, Megan, a levé les yeux de son bureau. Vous avez un emploi du temps chargé aujourd'hui. Je sais. Elle a hésité. Et votre mari a appelé 17 fois. J'imagine. Il est aussi passé vers 6h ce matin. Je me suis arrêtée. Il est venu ici? Il voulait vous voir. Que lui avez-vous dit? Exactement ce que vous m'aviez dit de dire un jour. Elle a souri poliment. Madame Bennett n'est pas disponible sans rendez-vous. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Merci. Je supposais que vous aviez vos raisons. En effet. À 8h précises, Daniel est entré dans la salle de réunion, portant 4 classeurs épais. Derrière lui, 2 avocats principaux. Puis mon directeur financier, Robert. Enfin, mon administratrice de fiducie, Mélissa. Chaque personne assise autour de cette table avait signé des accords de confidentialité des années auparavant. Ils connaissaient la vérité sur ma structure financière. Aucun d'entre eux n'avait jamais rencontré Ethan socialement. C'était intentionnel. Je voulais que mes affaires et mon mariage restent séparés. Ironiquement, cette séparation était sur le point de me sauver. Daniel a ouvert la réunion. Victoria a demandé un examen juridique complet de tous les arrangements financiers actifs bénéficiant à la famille Bennett. Personne n'a semblé surpris. Les professionnels ne réagissent pas avec émotion. Ils réagissent avec des questions. Robert a ajusté ses lunettes. Discutons-nous de suspension ou de résiliation? Examen d'abord, ai-je répondu. Puis action si nécessaire. Mélissa a ouvert une feuille de calcul. Il y a 37 obligations actives. Passez-les en revue avec moi. Elle a hoché la tête. La propriété de Naples, dont la clôture est prévue pour demain. 8,8 millions de dollars. Correct. Le financement se trouve actuellement dans une fiducie familiale révocable, en attente de l'autorisation finale. Daniel m'a regardé. Cette autorisation nécessite votre signature. Je n'ai pas signé. Non. Robert a continué. Il y a aussi 4 garanties personnelles attachées à la société d'investissement d'Ethan. Y a-t-il une obligation légale qui m'oblige à continuer? Il a parcouru plusieurs pages. Non. Que se passe-t-il si elles sont retirées? Les banques demanderont une garantie de remplacement dans les 30 jours. Et si aucune n'existe, les prêts deviennent immédiatement exigibles. Je me suis penchée en arrière, silencieuse. Intéressant. Je n'avais pas réalisé qu'Ethan était devenu si exposé financièrement. Non pas que je ne m'en sois jamais souciée. Mais parce que je n'avais jamais imaginé que j'aurais besoin de le savoir. Daniel a croisé les mains. Victoria. Oui. Je dois vous poser une question directe. J'ai hoché la tête. Essayez-vous de punir votre mari? La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde attendait. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Non. Alors, qu'essayez-vous d'accomplir? La vérité. Personne n'a parlé. Finalement, j'ai continué. Pendant 22 ans, j'ai laissé tout le monde, y compris Ethan, croire à une version de la réalité qui n'est tout simplement pas vraie. Robert a hoché lentement la tête. Je comprends. Je ne détruirai personne. Je sais. Mais je ne continuerai pas non plus à financer des gens qui m'humilient publiquement. Daniel a souri légèrement. C'est un objectif très différent. C'est exact. À exactement 9h42 du matin, Daniel a rédigé la première lettre. Elle n'était pas dramatique. Pas de procès, pas de menace, simplement un avis formel. En attente d'examen,
le financement de la propriété de Naples est temporairement suspendu jusqu'à nouvelle autorisation écrite de la constituante. La constituante, c'était moi. Une deuxième lettre a suivi pour la société de titres. Une troisième pour l'agent de séquestre. Une quatrième pour la banque de planification successorale. Tout s'est déroulé conformément au contrat que tout le monde avait signé des années auparavant. Rien d'illégal, rien d'émotionnel, juste de la paperasse. C'est drôle comme la paperasse peut changer des vies. Pendant ce temps, à environ 40 miles de là, la famille Bennett s'était réunie pour un brunch d'adieu après le mariage de Lorraine. Je n'avais pas besoin de l'imaginer. Plus tard, j'en entendrai chaque détail. Lorraine ouvrait ses cadeaux quand le téléphone d'Eleanor a sonné. Elle a répondu joyeusement. Puis son sourire a disparu. Qu'est-ce que vous voulez dire? La clôture a été suspendue. De l'autre côté de la pièce, Ethan aurait levé les yeux. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. 30 autres secondes se sont écoulées. Puis la voix d'Eleanor est devenue plus forte. Non, c'est impossible. Les invités se sont tournés pour la regarder. L'argent est déjà là. Silence. Puis, quelle autorisation? Elle a mis fin à l'appel brusquement. Ethan, quoi? Il refuse de libérer la maison. Il a froncé les sourcils. De quoi tu parles? Ils disent que le financement n'a pas été approuvé. Il aurait ri. Il doit y avoir une erreur. Il n'y en a pas. Ma femme s'est occupée de tout. Exactement. Je m'en étais occupée. À 10h15, mon téléphone a de nouveau sonné. Ethan. Cette fois, j'ai répondu. Allô. Son soulagement a été immédiat. Victoria, enfin. Bonjour. Il se passe un truc de fou. C'est ce que j'ai entendu dire. La clôture de Naples a été arrêtée. Je sais. Ils disent qu'ils ont besoin de ton autorisation. C'est exact. Long silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire exactement ce qu'ils t'ont dit. Je ne comprends pas. Je ne pense pas que tu aies jamais essayé. Sa respiration a changé. Victoria, es-tu en colère à propos d'hier? J'ai regardé par la fenêtre. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis désolée si. Je ne voulais pas. Tu m'as dit que j'étais une honte. J'étais contrariée. Non, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Sa voix s'est adoucie. Ma mère était émotive. Alors tu étais d'accord avec elle? J'essayais de préserver la paix. J'ai presque ri. La paix de qui? Un autre silence. Puis il a posé la question que j'attendais. Peux-tu simplement les appeler et arranger ça? La voilà. Pas un, comment vas-tu? Pas un, est-ce que ça va? Pas un, pouvons-nous parler? Simplement, arrange ça. J'ai fermé les yeux. Ethan. Oui. Sais-tu avec l'argent de qui cette maison a été achetée? Le mien? Non. Silence. Mon entreprise a transféré les fonds. Il n'a pas répondu. J'ai personnellement établi la fiducie. Rien. J'ai personnellement garanti l'achat. Toujours rien. Finalement. Tu plaisantes. Je n'ai jamais plaisanté avec les affaires. Il semblait véritablement confus. Mais tout le monde disait. Je sais. Tu ne nous as jamais corrigés. Non. Pourquoi? Parce que je croyais que protéger la fierté de mon mari était important. Sa respiration est devenue plus lourde. Tu veux dire que tout ce pourquoi Eleanor te remerciait? Je me suis arrêtée. Il a fini la phrase lui-même. C'était toi? Oui. Aucun de nous n'a parlé pendant près d'une minute. 22 ans de suppositions s'effondraient dans son esprit. Finalement, il a murmuré, je ne savais pas. Je te crois, Victoria. Mais ne pas savoir a cessé d'être une excuse hier. Vers midi, Megan a frappé doucement.
Il y a quelqu'un en bas. Ethan. Elle a hoché la tête. Il refuse de partir. J'ai regardé Daniel. Que recommandez-vous? Il a souri. En tant que votre avocat? Oui. Ne l'évitez pas éternellement. Et en tant que mon ami, faites-le attendre. J'ai souri. Pendant combien de temps? Il a jeté un œil à sa montre. Assez longtemps pour qu'il comprenne ce que vous attendez de recevoir depuis 22 ans. Quoi? Le respect. Je me suis levée et j'ai marché vers l'ascenseur. Pas pour rencontrer Ethan. Pas encore. D'abord, il y avait un autre document qui attendait ma signature. La suspension finale de tous les avantages financiers discrétionnaires liés à la famille Bennett. J'ai pris le stylo, j'ai signé, je l'ai reposé sur la table. Dehors, par la fenêtre de mon bureau, la silhouette de Dallas était exactement la même. À l'intérieur, tout avait changé. Au moment où j'ai finalement accepté de voir Ethan, il était assis dans la salle de réception de mon bureau depuis près de 3 heures. Megan est entrée dans mon bureau et a demandé doucement, « Êtes-vous prête ?» J'ai regardé l'horloge. Il était presque 16 heures. Oui. Elle a hoché la tête et est revenue quelques minutes plus tard. Ethan est là. J'ai pris une lente inspiration avant d'entrer dans la salle de conférence privée. Il se tenait près de la fenêtre, les 2 mains dans les poches. Il avait l'air épuisé. Sa cravate était desserrée. Ses yeux étaient injectés de sang. Pour la première fois depuis des années, il ne ressemblait pas au Bennett confiant que tout le monde admirait. Il ressemblait à un homme qui venait de découvrir que sa vie n'était pas ce qu'il croyait. Quand il s'est tourné vers moi, je l'ai à peine reconnu. « Tu as l'air fatigué, ai-je dit. Je n'ai pas dormi. Moi si. Il a eu un faible sourire. J'imagine qu'il fallait bien que l'un de nous dorme. Aucun de nous ne s'est assis immédiatement. Finalement, il a parlé. J'ai besoin que tu m'expliques ce qui se passe. Je l'ai déjà fait. Non. Il a secoué la tête. Je veux dire, tout. Je l'ai étudié pendant plusieurs secondes. Puis j'ai tiré la chaise en face de lui. Assieds-toi. Daniel est entré, portant 3 classeurs épais. Ethan a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Mes dossiers. Daniel les a posés soigneusement sur la table. Madame Bennett m'a demandé de préparer un historique financier complet concernant votre famille. Ethan avait l'air confus. Pourquoi? Parce qu'hier, vous lui avez dit qu'elle ne faisait pas partie de la famille. La pièce est devenue silencieuse. Daniel a ouvert le premier classeur. Commençons par 2008. Il a fait glisser un document sur la table. L'entreprise de fabrication de votre père. Ethan y a jeté un œil distrait. Puis son expression a changé. Ce prêt a été financé par le partenariat d'investissement de Victoria. Je pensais que c'était la First National Bank. Ils n'ont fait que gérer le prêt. Daniel a pointé une autre page. Le capital venait d'elle. Ethan m'a lentement regardé. Tu ne me l'as jamais dit. Tu ne l'as jamais demandé. Le deuxième classeur s'est ouvert. 2011. La rénovation de la Maison du Lac. Les factures des entrepreneurs. Les honoraires des architectes. L'aménagement paysager, entièrement payé par Victoria. Ethan s'est frotté le front. Je pensais. Je sais ce que tu pensais. Une autre page. 2013, les frais de scolarité de Lorraine. Une autre, 2015, l'opération à cœur ouvert de votre mère. Une autre, 2017, le règlement fiscal de votre père. Une autre, 2019, la propriété de vacances à Aspen. Une autre, 2021, la fondation caritative familiale. Une autre, 2024, la demeure de Naples. Chaque page portait une signature familière, la mienne. Pas de musique dramatique, pas de cris, pas d'accusation, juste 22 ans de fait. Un reçu après l'autre, un chèque annulé après l'autre, une confirmation de virement après l'autre. Finalement,
Ethan a cessé de tourner les pages. Il les a simplement fixées, presque en murmurant, il a demandé, « Ma mère le savait ? » Non. Mon père ? Non. Lorraine ? Non. Qui le savait ? Mes avocats, mes comptables, mon conseil d'administration, et toi. Il a levé les yeux. Je croyais honnêtement. Je sais. Juste à ce moment-là, le téléphone de Daniel a vibré. Il a jeté un œil à l'écran. C'est Eleanor. Aucun de nous n'a parlé. Il m'a regardé. Dois-je répondre ? J'ai hoché la tête. Mettez-la sur haut-parleur. Il a accepté l'appel. Daniel Brox. Sa voix a explosé dans la pièce. Où est Victoria ? Je suis là. Il y a eu un bref silence, puis elle s'est adressée directement à moi. Qu'est-ce que tu fais ? Je révise mes finances. Tu as embarrassé cette famille. J'ai presque souri à l'ironie. Vraiment ? Tu as arrêté la clôture ? Oui. Mes meubles sont déjà là-bas. Je sais. Les déménageurs attendent. Je sais. Mes voisins nous attendent. Je comprends. Tu dois arranger ça immédiatement. Non. Silence. Le genre de silence qui arrive quand quelqu'un entend le mot « non » pour la première fois. Finalement, elle a demandé « Comment ça, non ?» Je veux dire que l'achat a été suspendu. Tu m'avais promis cette maison. Je ne t'ai jamais rien promis. Ethan l'a fait. J'ai jeté un regard vers mon mari. Il a baissé la tête. Tu l'as payé. Je la considérais comme un cadeau. Et tu as très clairement fait savoir hier que j'étais une honte. Sa voix s'est durcie. Ça n'a rien à voir avec hier. Ça a tout à voir avec hier. Tu ne peux pas nous punir pour des sentiments blessés. Je suis d'accord. Elle a semblé soulagée. Alors, tu vas rétablir le financement ? Non. Un autre long silence. Je protège ma dignité. Sans attendre sa réponse, j'ai fait un signe de tête à Daniel. Il a mis fin à l'appel. Ethan a enfoui son visage dans ses mains. Je n'arrive pas à y croire. Quelle partie ? Ma mère. Ou toi-même ? Il m'a regardé. Les deux. Pendant près d'une minute, aucun de nous n'a parlé. Puis il a demandé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Allais-tu un jour me dire la vérité ? Il a hoché la tête. Je comptais le faire, le jour où tu serais fier de moi, au lieu de ce que je pouvais discrètement fournir. Ses épaules se sont affaissées. Je t'ai déçu. Oui. Je n'arrêtais pas de penser que je protégeais tout le monde. Non, tu protégeais les apparences. Ce soir-là, la conversation de groupe de la famille a explosé. Lorraine exigeait des réponses. Son mari voulait savoir si la maison de Naples était réellement leur propriété. Eleanor insistait sur le fait qu'il y avait eu une erreur bancaire. Puis mon beau-père, Richard, qui avait toujours été le plus silencieux, a finalement écrit une phrase. « Victoria, est-ce que tout cela est vrai ?» J'ai fixé le message. Richard ne m'avait jamais maltraité. Silencieux, réservé, parfois distant émotionnellement, mais jamais cruel. J'ai répondu avec une seule photo, une page de l'accord de fiducie original. Elle montrait mon nom, la source du financement, le montant de l'achat, rien de plus. 5 minutes plus tard, Richard a appelé. J'ai répondu. Sa voix semblait plus vieille que dans mon souvenir. Victoria. Oui. J'ai passé 20 ans à croire que mon fils avait sauvé cette famille. Je sais. J'ai honte. Vous n'avez pas à vous excuser d'avoir cru ce qu'on vous a dit. Non, il a soupiré profondément. Je dois m'excuser parce que je n'ai jamais pris la peine de demander. Cette phrase m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Non pas parce qu'elle effaçait le passé, mais parce qu'elle le reconnaissait. Pour la première fois, quelqu'un dans cette famille ne se défendait pas. Il acceptait sa responsabilité.
Le lendemain matin, plusieurs publications économiques de Dallas ont commencé à rapporter que l'achat d'une propriété de 8,8 millions de dollars au bord de l'eau à Naples avait été retardé de manière inattendue. Aucun nom n'a été divulgué, seulement des spéculations. Dans mon bureau, cependant, tout le monde connaissait déjà la vérité. Non pas parce que je l'avais annoncé, mais parce que la réalité a une façon de se révéler une fois que les gens arrêtent de faire semblant. En fin d'après-midi, Daniel est revenu avec un dernier dossier. Tout a maintenant été formellement suspendu. Les fiducies discrétionnaires, les garanties, le financement des propriétés de luxe, les distributions familiales annuelles. Il a posé le dossier devant moi. Rien ne leur a été enlevé. Il a fait une pause. Ils n'ont simplement plus accès à ce qui n'a jamais vraiment été à eux. J'ai signé l'accusé de réception finale, j'ai fermé le dossier, et pour la première fois en 22 ans, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas la victoire, pas la vengeance, mais le soulagement. Parce que porter des gens qui ne vous apprécient pas, c'est épuisant. Et au moment où vous posez enfin le poids, vous réalisez à quel point il était lourd. Les titres ont disparu en 2 jours. La clôture retardée de la demeure n'est jamais devenue un scandale public. Aucune caméra de télévision n'est apparue devant mon bureau. Aucun journaliste n'a campé devant ma maison. La vraie richesse crée rarement des drames bruyants. Elle crée des conséquences silencieuses. Ces conséquences ont commencé à arriver une par une. Une semaine après le mariage, Ethan a rappelé. Cette fois, j'ai répondu immédiatement. Allô? Pouvons-nous nous voir? Sa voix était différente. Fini l'assurance qui, autrefois, donnait à chaque conversation des airs de négociation. Maintenant, il semblait simplement fatigué. Je te verrai demain matin. Où? À notre café préféré. J'y ai pensé. Le petit café de Highland Park avait fait partie de notre mariage depuis le début. Nous y avions célébré l'achat de ma première propriété commerciale. Nous y avions trinqué quand son père s'était remis de son opération. Nous y avions planifié des vacances autour de brioches à la cannelle et de café noir. Cela semblait étrangement approprié. 9 heures. J'y serai. Le lendemain matin, Ethan attendait déjà quand je suis arrivé. Il s'est levé quand je suis entré. Pendant une seconde, l'instinct m'a presque poussé à le serrer dans mes bras. 22 ans d'habitude ne disparaissent pas du jour au lendemain. Au lieu de cela, je lui ai serré la main. Ses yeux se sont brièvement remplis de tristesse. Je l'ai mérité. Oui. Nous avons commandé du café. Aucun de nous n'y a touché. Finalement, il a parlé. J'ai passé la dernière semaine à tout lire. Quoi? Tout. Les dossiers financiers, les accords de fiducie, les documents de partenariat, les garanties. Il a baissé les yeux. Je n'avais aucune idée. Je te crois. Non. Il a secoué la tête. Je veux dire, je n'avais absolument aucune idée de tout ce que tu avais fait. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à ajouter. Il a continué, mon père a passé 2 jours à fouiller dans de vieux dossiers. Et il a pleuré. Cela m'a surprise. Richard Bennett n'était pas un homme émotif. Je l'ai vu pleurer 2 fois dans toute ma vie, a dit Ethan doucement. La première fois, c'est quand son frère est mort. Et la seconde, quand il a réalisé qu'il avait passé 20 ans à remercier la mauvaise personne. Ethan a sorti quelque chose de sa mallette. J'ai apporté quelque chose. Il a fait glisser un dossier en cuir sur la table. À l'intérieur se trouvaient toutes les cartes de crédit liées aux fiducies familiales. Toutes les cartes d'accès, toutes les autorisations de compte, tous les tampons de signature. Je ne veux rien de tout ça. Tu n'as pas à le rendre. Je ne le rends pas. Il m'a regardé droit dans les yeux. J'admets que ça ne m'a jamais appartenu. Pendant un long moment, je l'ai simplement regardé. Ce n'était pas l'Ethan que j'avais vu devant le mariage de Lorraine. C'était le jeune homme que j'avais épousé. Honnête, humble, effrayé. Merci, ai-je dit. Il a hoché la tête. J'aurais dû dire ces mots il y a des années.
2 jours plus tard, Richard a demandé s'il pouvait passer à mon bureau. Quand il est arrivé, il avait l'air visiblement plus âgé que dans mon souvenir. Il portait une petite boîte en bois. J'ai trouvé ça en nettoyant mon bureau. À l'intérieur, des dizaines de mots de remerciements écrits à la main, chaque carte d'anniversaire que je lui avais envoyée, des lettres de Noël, des photos de famille. Je n'avais jamais réalisé quelque chose. Quoi? Il a souri tristement. Sur chaque photo. Il m'en a tendu une de la remise de diplôme de Lorraine. Je me tenais au dernier rang, tenant les manteaux de tout le monde, m'assurant que tout le monde avait de l'eau, vérifiant les réservations sur mon téléphone, m'occupant de tout le monde, sans jamais être au centre. Tu prenais toujours soin de nous. J'étais heureuse de le faire. Non. Il a secoué doucement la tête. Tu t'es convaincu que tu devais mériter ta place. Ces mots ont touché une corde sensible à laquelle je ne m'attendais pas. Peut-être avait-il raison. Grandir sans parents m'avait appris une leçon dangereuse. Si je voulais être aimée, je devais être utile. Quelque part en chemin, l'utilité avait discrètement remplacé l'estime de soi. 3 semaines plus tard, j'ai officiellement demandé le divorce. Le palais de justice semblait étonnamment ordinaire. Pas de confrontation dramatique, pas de cris, pas d'accusations, juste des signatures, de la paperasse, un langage juridique. Le juge a examiné notre accord. Madame Bennett, ces termes vous sont-ils acceptables? Ils le sont. Monsieur Bennett. Oui, votre honneur. Le divorce lui-même a pris moins de 20 minutes. En retournant au parking, Ethan m'a arrêté. Je sais que ça ne changera rien. En effet. J'ai quand même besoin de le dire. J'ai attendu. Je suis désolée. Pourquoi? Il a regardé le palais de justice derrière nous. Pour avoir confondu ta générosité avec une obligation. Pour avoir laissé ma mère définir notre mariage. Pour avoir cru que le respect pouvait attendre demain. Sa voix s'est brisée. J'ai perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai senti les larmes monter, non pas parce que je voulais qu'il revienne, mais parce que je savais qu'il comprenait enfin. Parfois, la compréhension arrive trop tard. La vie a continué. Sans mon soutien financier, la famille Bennett a dû prendre des décisions difficiles. Rien de catastrophique n'est arrivé. Personne n'est devenu sans abri. Personne n'a perdu sa couverture santé. Personne n'a fait faillite. Mais le style de vie a changé. La demeure de Naples n'a jamais été achetée. La propriété de vacances à Aspen a été vendue. Les adhésions de luxe ont été annulées. Le chauffeur a été licencié. Les jets privés sont devenus des vols commerciaux. Les virées shopping de luxe sont devenus des budgets soigneusement planifiés. Pour la première fois depuis des décennies, la famille a commencé à vivre de ce qu'elle gagnait réellement. Ironiquement, ils ont découvert que c'était suffisant. Peut-être pas suffisant pour les apparences, mais suffisant pour la vie. Puis est venue la plus grande surprise de toutes. Environ 4 mois après le divorce, j'ai reçu une lettre manuscrite. Pas un email, pas un SMS, une vraie lettre. L'écriture était celle d'Eleanor. J'ai failli la jeter. Au lieu de cela, je l'ai ouverte. Elle commençait simplement, Victoria. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai confondu être admirée avec être respectée. J'ai continué à lire. Elle a admis qu'elle aimait dire à ses amis que son fils avait tellement réussi. Elle a admis qu'elle aimait l'attention, les compliments, l'envie. Elle a admis autre chose. Je me suis convaincue que si les gens connaissaient la vérité, ils auraient une moins bonne opinion de ma famille. Puis est venue la phrase qui m'a fait retenir mon souffle un instant. La vérité, c'est que j'avais une moins bonne opinion de toi, parce qu'admettre ce que tu avais fait me faisait honte de ce que je n'avais pas fait. Je l'ai relu encore et encore. Finalement, le dernier paragraphe. Je ne te demande pas $1 de plus. Je te demande si un jour, tu me permettras de m'excuser en personne. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Certaines excuses arrivent parce que les gens ont besoin de quelque chose.
D'autres arrivent parce que les gens sont enfin devenus quelqu'un de différent. Je n'étais pas sûre de laquelle il s'agissait, mais pour la première fois, j'étais prête à le découvrir. Presque un an s'est écoulé avant que je revoie Eleanor. À ce moment-là, ma vie ne ressemblait en rien à ce qu'elle était avant le mariage de Lorraine. Le divorce était finalisé depuis longtemps. J'avais déménagé dans une maison plus petite surplombant le lac White Rock. Des amis m'avaient demandé pourquoi je n'avais pas gardé l'immense domaine qu'Ethan et moi partagions autrefois. Ma réponse était toujours la même. Je n'ai pas besoin d'une plus grande maison. Ce dont j'avais besoin, c'était d'une vie plus légère. Pour la première fois depuis des décennies, mon calendrier n'était pas rempli d'obligations qui appartenaient à d'autres. Pas de virement d'urgence, pas de crise familiale, pas de sauvetage de dernière minute, pas de prétention que quelqu'un d'autre méritait le crédit. Au lieu de cela, j'ai redécouvert les matins. Le café sur la terrasse, de longues promenades autour du lac, des dîners avec des amis qui me connaissaient simplement comme Victoria, pas comme la femme de quelqu'un ou le filet de sécurité financier de quelqu'un. La paix s'est avérée bien plus précieuse que le luxe. Mon entreprise a continué de croître. Ironiquement, m'éloigner du poids émotionnel que j'avais porté pendant 22 ans a fait de moi une meilleure dirigeante. J'ai créé un programme de bourse pour les jeunes adultes sortant du système de placement familial. Chaque fois que les gens me demandaient pourquoi cette cause me tenait tant à cœur, je souriais. Parce que quelqu'un a cru en moi avant que je ne sache comment croire en moi-même. La première promotion comprenait 12 étudiants. L'année suivante, 28. La troisième année, notre fondation s'était étendue à 3 États. Voir ces jeunes obtenir leur diplôme, trouver une carrière et construire des vies stables m'a procuré une joie qu'aucune acquisition d'entreprise n'avait jamais pu m'offrir. Le succès avait un goût différent quand il n'était pas mesuré par des bilans. Il était humain. Un après-midi, mon assistante est entrée dans mon bureau. Il y a un monsieur ici qui demande à vous voir. Qui est-ce? Ethan. J'ai regardé par la fenêtre. Je vais le voir. Il est entré sans rien d'autre qu'une simple enveloppe. Pas de montre chère, pas de costume de créateur, pas l'apparence de quelqu'un qui essaie d'impressionner qui que ce soit. Il avait l'air à l'aise, en meilleure santé, plus âgé, plus sage. Salut, Victoria. Salut. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Aucun de nous ne s'est précipité pour combler le silence. Finalement, il a souri. J'ai trouvé un travail. J'ai entendu. Il avait accepté un poste de directeur des opérations pour une entreprise de fabrication régionale. Un salaire de cadre normal, de longues heures, une vraie responsabilité. Pas de fonds fiduciaires, pas de raccourcis. Je suis fier de toi. Il a ri doucement. Ça signifie plus que tu ne le penses. Il a regardé autour de mon bureau. J'ai failli ne pas venir. Pourquoi l'as-tu fait? Je te devais quelque chose. Tu t'es déjà excusé. Je ne suis pas venu pour m'excuser. Il a fait glisser l'enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait un chèque. Il n'était pas énorme, pas comparé à l'argent que j'avais dépensé au fil des ans. Attaché, il y avait un mot manuscrit. Premier remboursement. J'ai levé les yeux. Ethan, je sais que je ne rembourserai jamais tout. Je n'attendais pas ça de toi. Je ne le fais pas parce que je dois l'argent. Il a souri. Je le fais parce que je dois l'effort. Cette phrase a failli me faire pleurer. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il comprenait pleinement la différence entre recevoir et mériter. Je l'accepte. Tu l'acceptes? Oui. Pourquoi? Parce que le refuser te priverait de la chance de devenir l'homme que tu essaies d'être. Il a hoché la tête en silence. J'espérais que tu dirais ça. Avant de partir, il s'est arrêté à la porte. Je t'aimais, Victoria. Je sais. Je pense que j'ai passé trop d'années à aimer ce que tu donnais, au lieu d'apprécier qui tu étais. J'ai souri doucement. Ça aussi, je le sais. Il est parti. Je l'ai regardé disparaître dans le couloir. Curieusement, je n'ai pas ressenti de tristesse.
J'ai ressenti de la gratitude. Certaines relations ne sont pas faites pour durer éternellement. Certaines sont destinées à nous apprendre exactement ce dont nous avons besoin avant de se terminer. 3 mois plus tard, Eleanor a demandé à me rencontrer. Nous avons choisi un café tranquille, loin du country club où tout s'était effondré. Quand elle est entrée, je l'ai à peine reconnue. Elle était toujours habillée avec élégance, mais quelque chose avait changé. La confiance qui exigeait autrefois l'attention avait été remplacée par une humble quiétude. Elle s'est assise lentement. Merci d'être venue. Je n'étais pas sûre de le faire. Je ne t'en aurais pas voulu. Elle a croisé les mains. Pendant près d'1 minute, elle a cherché les mots justes. Finalement, ils sont venus. J'ai rejoué cette journée devant le mariage de Lorraine des centaines de fois. Je suis restée silencieuse. Je voulais que tout le monde admire ma famille. Elle a souri tristement. Et en poursuivant l'admiration, j'ai perdu le respect de la seule personne qui méritait le plus le mien. Elle a sorti quelque chose de son sac et l'a posé sur la table. La clé de la maison que je lui avais donnée après avoir finalisé l'achat d'une maison beaucoup plus petite plusieurs mois auparavant. Je ne veux plus de cadeaux. J'ai regardé la clé. Tu n'es pas obligé de la rendre. Je sais. Elle l'a poussée un peu plus près quand même. J'en ai besoin. Les larmes ont rempli ses yeux. J'ai traité la générosité comme une obligation. J'ai mesuré ta valeur à ce que les gens pensaient de toi. Et j'ai oublié la vérité la plus simple. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Les personnes les plus fortes sont généralement les plus silencieuses. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Puis j'ai tendu la main sur la table et j'ai doucement couvert sa main de la mienne. Je te pardonne. Elle a fermé les yeux. Pas de façon dramatique, juste avec soulagement. Je ne demande pas à redevenir de la famille. Je sais. J'espérais seulement ne pas passer le reste de ma vie à me demander si tu me détesterais pour toujours. Non. La haine est lourde. J'ai déjà porté assez de poids. Elle a ri à travers ses larmes. Moi aussi. Nous avons quitté le café séparément, non pas comme belle-mère et belle-fille, non pas comme ennemies, simplement comme 2 femmes qui avaient finalement appris que l'orgueil coûte bien plus cher que l'honnêteté ne le fera jamais. Les gens me demandent souvent si je regrette d'avoir payé pour cette demeure. La réponse les surprend. Non, parce que l'argent n'a pas révélé qui j'étais. Perdre la demeure a révélé qui étaient tous les autres, y compris moi. J'ai appris que la générosité sans limite devient finalement une permission pour le manque de respect. J'ai appris que le silence peut protéger la paix pendant un certain temps, mais qu'il sacrifie souvent la vérité. Plus important encore, j'ai appris que le pardon, ce n'est pas prétendre que le passé n'a jamais existé. Le pardon, c'est choisir de ne pas laisser le passé continuer à décider de votre avenir. S'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est celle-ci: ne confondez jamais l'amour avec le sacrifice de soi. Les personnes qui vous aiment vraiment ne vous demanderont pas de disparaître pour qu'elles puissent briller. Elles s'assureront que le monde sache exactement qui se tenait à leur côté. Et si quelqu'un ne vous valorise que pour ce que vous fournissez, il ne protège pas votre cœur, il le dépense. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un, ou si vous avez déjà dû choisir entre préserver la paix et préserver votre amour-propre, j'adorerais lire vos pensées dans les commentaires. Et si des histoires comme celle-ci vous encouragent à croire que la gentillesse et la dignité ne sont jamais des faiblesses, j'espère que vous vous abonnerez et me rejoindrez pour la prochaine. D'ici là, prenez soin de votre cœur. Il vaut bien plus que n'importe quelle demeure.